ce matin sur Radio J. En moins de 24 heures, le numéro 2 du Hamas a été éliminé, ainsi que le chef du Hezbollah. Ce matin, les ennemis d'Israël ont probablement tous peur. Effectivement, ces deux opérations, elles interviennent à quelques heures d'intervalle. Pourtant, elles semblent concerner deux événements différents. Pour le Hezbollah au Liban, ça semble se rapporter à ce qui s'est passé le week-end dernier sur le plateau du Golan, où un missile du Hezbollah a tué 12 enfants dans la localité druze de Majd al-Shams. Et puis, pour ce qui est du Hamas et de l'opération qui a permis de tuer Ismail Haniyeh en Iran, ça semble se rapporter au massacre du 7 octobre. Alors, ces deux opérations, on a du mal à les lire. Est-ce qu'elles ont été décidées simultanément, ou alors est-ce que c'est une affaire d'opportunité? Tout à fait, vous avez raison, je pense, parce que bien que l'assassinat de Fouad Choukr était sûrement, Israël l'a revendiqué comme une réaction, une punition, si vous voulez, pour l'assassinat de 12 enfants à Majd al-Shams il y a quelques jours. Là, c'est sans doute, on sait très bien la cause et les faits. Pour l'assassinat d'Ismail Haniyeh, c'est une autre histoire, parce que déjà, depuis le 7 octobre, il y avait plusieurs dirigeants israéliens qui n'ont pas cessé à dire Israël va punir, Israël va atteindre tous ceux responsables à cet massacre terrible, même si ça prend des mois, même si ça prend des années. Tout de suite, ça nous rappelle bien sûr cet assassinat de 11 athlètes israéliens à Munich en 1972, où la Mossad a fait les promesses d'assassiner tous les responsables, et le Mossad a tenu cette promesse. Et là, pareil, on a ce sentiment comme s'il y avait une opportunité. On sait aussi très bien, Eva, qu'Israël était très réticent justement à assassiner des chefs de Hamas sur le sol de Qatar. Pourquoi? Parce que Qatar joue un rôle principal dans des médiations pour arriver à un deal pour le relâchement des otages. Elle joue un rôle qui est constructif dans les yeux israéliens. Donc, il y avait cette réticence. Là, on dirait, si c'est confirmé, il y avait justement une opportunité qui s'est ouverte. M. Ismail Haniyeh s'est déplacé à Téhéran. Il y a aussi le timing qui rend en fait cette opération tant plus spectaculaire, avec l'investiture de nouveau président iranien. Donc, un incident extrêmement gênant, extrêmement embarrassant pour les autorités iraniennes. Justement, ce matin, d'après le New York Times, les dirigeants iraniens tiennent une réunion d'urgence. L'assassinat de Ismail Haniyeh retardera la trêve à Gaza, disent-ils, et déclenchera des représailles de la part des mandataires de l'Iran. Ma question, elle peut sembler naïve, mais si Israël élimine les têtes du Hamas, avec qui va-t-on négocier la libération des otages ? Non, c'est une très bonne question, je pense. Même si on sait que ces derniers mois, en fait, depuis le 7 octobre, Ismail Haniyeh n'était pas la personne numéro 1 dans les négociations. D'abord, la personne qui décide, ça n'a pas changé, je pense, c'est Yahya Sinwar. On sait aussi que Yahya Sinwar est en contact avec justement son numéro 2, qui est Khalil al-Yahya. Et Khalil al-Yahya, qui depuis plusieurs mois n'est pas à Gaza, mais à l'étranger, justement, souvent avec M. Ismail Haniyeh. Il est difficile, justement, de déchiffrer la place qu'Ismail Haniyeh a pris dans la prise de décision, justement, de cette organisation terroriste pour les négociations. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir maintenant. On va voir si vraiment il y a une vide dans ces négociations, mais en tout cas, je pense que tout le monde, on s'attend que les négociations, et ça va être très difficile de les reprendre avec ce développement-là. Ça va être très difficile de les reprendre avec ce développement-là. Dites-vous, ça veut dire que les négociations vont être interrompues, ou ça veut dire peut-être qu'Israël est au courant qu'il y a énormément d'otages qui sont morts? Comment vous l'interprétez? Bon, on sait que le chef de Mossad, David Barnea, était à Rome
ce week-end avec les chefs de la CIA et les représentants égyptiens des renseignements et aussi le premier ministre qatari, et justement pour reprendre les négociations. Israël a remis en fait ses commentaires et les dernières exigences de M. Netanyahou par rapport à un accord possible. Et on était en fait dans une situation où on attendait la réponse de Hamas. Maintenant, est-ce que Hamas va donner une réponse dans ce nouveau contexte où Ismail Haniyeh a été tué? Hamas, bien sûr, a tout de suite pointé les doigts à Israël. Ça, c'est la grande question et la question sur laquelle s'interroge non seulement le gouvernement israélien, mais bien sûr d'abord les familles des otages. C'est pour ça que Israël revendique la frappe contre le Hezbollah au Liban et pas celle qui a eu lieu en Iran? C'est possible et c'est très intéressant de regarder aussi les réactions à cette frappe à Téhéran, parce que Hamas a tout de suite, comme je dis, a tout de suite réagi, a tout de suite dit c'est la faute de l'ennemi sioniste, etc., etc. C'est Israël qui a frappé. Pourtant, les Iraniens, ils ont réagi un peu différemment parce que leur réaction initiale était bon, on condamne les trucs, et c'est inacceptable, etc. Mais on est en train de voir qui est le responsable, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et pour l'instant, ils n'ont même pas expliqué comment cette frappe est arrivée, justement parce que peut-être c'est extrêmement gênant aussi pour eux d'avouer qu'Israël est arrivé à faire une telle chose à un tel moment. Donc, d'une certaine façon... Une telle chose en Iran au moment de l'investiture du nouveau président. Exactement. Donc, il y a ces côtés-là qui peut, d'une façon un peu contradictoire, peut-être jouer à la faveur d'Israël si le Téhéran ne veut pas justement dire oui, Israël peut frapper là où ils veulent, au moment où ils veulent, donc tous les endroits qui sont... Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était une grave faillite sécuritaire. Là, ça veut dire que le Mossad, les services de renseignement israéliens sont revenus à leur meilleur niveau, aussi que les leçons ont été tirées du 7 octobre? Ça fait sûrement partie de tout ce qui se passe ces dernières semaines, les plusieurs frappes qu'on a vues en fait depuis 7 octobre contre des dirigeants de Hamas et de Hezbollah. Il faut rappeler que ce n'est pas juste cette semaine, mais il y avait d'autres frappes auparavant. Et bien sûr, les services de renseignement israéliens, les Mossad, toutes les autres agences de sécurité ont besoin de montrer qu'Israël peut quand même réagir, et peut quand même faire des opérations spectaculaires, comme la tradition d'une certaine façon des Mossad, que ce n'est pas complètement perdu. Donc, ce genre d'opération, c'est montrer au monde, montrer au Hamas, montrer au Hezbollah qu'Israël peut encore agir, mais c'est aussi montrer aux Israéliens que toutes ces agences de sécurité, c'est vrai, il y avait une énorme faillite le 7 octobre, mais maintenant on revient à la charge. Quand on est israélien, ce qui s'est passé là en moins de 24 heures, est-ce que ça restaure quelque chose de l'ordre du sentiment de sécurité? Ça, je ne sais pas, parce que quand même, d'une certaine façon, comme on a dit, ça démontre les capacités extraordinaires de l'armée israélienne, des agences de sécurité différentes. Mais aussi, je crois que tous les Israéliens maintenant vivent avec une certaine peur dans la ventre, parce que personne ne souhaite une guerre avec le Hezbollah. On sait très bien que Hezbollah est une organisation beaucoup plus puissante que le Hamas, qu'une guerre avec Hezbollah. Ça va durer pas des jours, pas des semaines, mais des mois et même au-delà. Ça va être très destructif pour les deux côtés. Et personne en Israël ne souhaite non plus une guerre pour les Libanais. Justement, est-ce que là, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui a basculé cette nuit et ce matin, c'est-à-dire que le conflit entre dans une nouvelle dimension, que c'est une guerre réelle, ouverte, sur des fronts qui jusqu'à présent étaient maintenus un peu comme une cocotte minute? Est-ce que là, ça veut dire que tout va exploser? Mais c'est très possible. Et je crois que personne en Israël oublie la nuit entre le 13 et 14 avril, où Iran, pour la première fois en fait dans l'histoire, a frappé directement Israël. Donc, ce tabou est déjà brisé. Et donc là, la question est, est-ce que l'Iran va recommencer? Et
En avril, on avait justement une chance inouïe. On avait aussi l'aide des Américains, des Français. Donc, personne n'était tué, mais on n'a aucune garantie que s'il y aura une autre frappe iranienne, le résultat sera pareil. Merci beaucoup Rina Bassiste d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle que vous êtes correspondante à Paris pour le Jérusalem Post et la radio publique israélienne, la Cannes. Merci Eva. Quant à nous, on vous retrouve à 9h pour un nouveau journal complet de la rédaction